Après la canicule qu'on s'est pris la semaine passée, on va continuer à faire monter la température en parlant d'un sujet qui est ultra chaud, ultra touchy, c'est le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, j'ai pas mal de questions par mail ou sur les réseaux sociaux sur le sujet. Comment améliorer mon rapport à l'argent, comment améliorer ma relation à l'argent, et j'ai une réponse à donner. Ça ne veut rien dire. Améliorer son rapport à l'argent ne veut rien dire. C'est trop vaste, c'est trop large comme sujet. C'est comme aller voir un psy et dire je veux améliorer ma psychologie. Ça ne veut rien dire. Il y a tellement de sujets à améliorer en psychologie comme en rapport à l'argent. Par exemple, comment fixer ses prix quand on est entrepreneur ou quand on a un petit business. Comment limiter les achats compulsifs. Comment changer le regard qu'on porte sur les riches et les personnes fortunées. Comment commencer à investir et ne plus ressentir cette douleur lorsqu'on place 1 euro en bourse ou 1 euro en crypto. Il y a pas mal de sujets quand on parle de relation à l'argent. C'est tellement vaste et il y a tellement de douleurs à corriger. Avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, si tu es intéressé par la bourse ou tu aimerais te lancer en bourse prochainement, je t'ai fait une formation gratuite où je te liste les courtiers, je t'apprends à choisir tes courtiers pour investir en bourse. Je te montre comment les choisir, quels sont les critères pour les choisir et comment ne pas te tromper pour éviter de te faire plumer par les frais. Tout est dans la description de la vidéo, c'est gratuit, tu peux le télécharger, la formation gratuitement. Donc fonce si tu es intéressé par la bourse. Donc je reviens sur ce sujet de changer son rapport à l'argent et je vais te donner plusieurs contextes, plusieurs exemples qui te montrent bien que le sujet est très large. Premier exemple, c'est une de mes collègues, on va la nommer Alice. Alice, c'est une collègue de bureau. Elle a acheté un appartement pour les études de sa fille. Et pourquoi elle l'a acheté? C'est pour éviter que sa fille ne paye un loyer et que ça parte dans le vide. Et ça lui permet de déjà avoir un premier pas dans l'immobilier. Et une fois que sa fille aura fini ses études, elle pourra le louer et avoir un revenu complémentaire. Donc, je trouve le mouvement assez bien, à condition que le bien soit rentable, mais je n'ai pas étudié avec elle, donc je ne sais pas. Et selon Alice, le bien est rentable, le cash flow après prélèvement des échéances de crédit et après d'avoir payé les charges, le cash flow est positif. Pas de beaucoup, c'est 50, 100 euros, mais le cash flow est quand même positif et c'est déjà un bon début. Sauf que le souci se trouve dans la tête d'Alice, c'est psychologique. Alors Alice, elle a étudié le marché, elle a vérifié combien se louent et combien sont prêts à payer les gens pour un même logement dans le même secteur avec les mêmes services, c'est-à-dire la même surface, est-ce qu'il y a un balcon, est-ce qu'il y a combien de chambres, à quel point la cuisine et le reste du logement est équipé. Donc elle a étudié pour un même bien, combien pourrait se louer ce bien. Et elle a trouvé autour de 650-700 euros. Et son discours, c'est « je ne me vois pas louer un appartement à ce prix-là ». Et pourtant, toutes les planètes sont alignées pour dire que le logement est bon, le cash flow est bon, la demande est là, les locataires sont prêts à louer, les autres logements du même prix, de la même surface, dans la même zone se louent, et Alice ne veut pas louer un logement à ce prix. Donc, le problème vient principalement d'elle, c'est qu'elle ne se sent pas légitime, elle ne se voit pas percevoir 650, 700 euros par mois non pas pour ce logement, mais elle ne se voit pas percevoir 650, 700 euros par mois tout simplement. Et face à ça, elle a deux solutions possibles, c'est de soit louer en dessous du prix du marché, mais ça va créer un problème parce que son cash flow, le peu de cash flow qu'elle avait, va être bousillé et du coup elle va devoir retirer de l'argent de sa poche, ou sinon revendre le bien. Et ça bousille également la base de son projet parce qu'elle souhaitait mettre ce logement en location pour augmenter ses revenus. Et voilà où déjà ce premier rapport à l'argent pose problème, c'est que la personne n'accepte pas de recevoir de l'argent d'une autre personne. Elle considère ça presque comme sale, comme mauvais, et là, on voit bien, on voit clairement qu'il y a un problème de relation avec l'argent. Et c'est dommage parce qu'elle a fait des travaux, elle a repeint l'appartement, elle a mis de l'énergie, mais j'ai l'impression qu'elle accepte facilement l'idée de travailler dur pour mettre cet appartement en place, mais elle accepte difficilement d'être
payer pour recevoir l'argent qui lui est dû. Et voilà le problème, voilà le premier problème dans ce premier exemple que la relation à l'argent, une mauvaise relation à l'argent peut causer. Je vais prendre un deuxième exemple pour te montrer à quel point le domaine de la relation à l'argent est ultra vaste et ça peut toucher n'importe quoi, n'importe quel domaine, n'importe quel secteur d'investissement. Et on va prendre l'exemple de Franck. C'est quelqu'un que j'ai eu en appel découvert très récemment qui souhaite investir en bourse sur le long terme. Voilà, il souhaite investir sur 10 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en revanche, il me fait une remarque pendant notre appel. Il me dit j'aimerais investir sur les actions, mais j'ai peur que les actions chutent demain. J'ai peur d'une crise demain matin. Je lui dis oui, mais Franck, ton horizon de placement, c'est sur le long terme. Il me répond oui. Et du coup, tu as une vision court terme. Tu veux un horizon d'investissement long terme, mais tu as peur que les actions, qu'il y ait une crise demain matin. Et il y a un souci, il y a un déphasage entre ta vision et ta stratégie. Donc, il y a un truc à retravailler, il y a une peur quelque part. Je comprends, il y a beaucoup de gens qui ont peur des crises. Même moi, j'appréhende un peu les crises, même si je me dis que c'est les soldes et ça me permet d'acheter plus d'actions. Mais c'est quand même emmerdant de voir son portefeuille chuter de 10-20%. Mais quand même, t'as une vision, t'as un horizon de placement qui est long terme et t'as une vision court terme. Et là, il y a un déphasage entre vision et stratégie qui n'est pas bon. Ça va te pousser à investir dans des actions à la mode et qui vont peut-être chuter justement le jour d'après, le jour ou le mois d'après. Et donc, ça peut créer des mauvaises décisions. Alors les causes, ça peut être la peur, le manque de connaissances sur les marchés financiers, la peur de sa propre réaction face à la crise, parce que parfois on peut penser qu'on n'a pas peur des chutes de marché, et c'est vrai, on peut ne pas avoir peur des chutes de marché, mais on peut avoir peur inconsciemment de sa propre réaction, de l'angoisse qu'on pourrait ressentir face à une chute de marché. Et ça, le problème, c'est que c'est difficile à détecter, c'est une peur difficile à détecter parce que ça demande une grande capacité de remise en question. Donc, avoir ce type de vision court terme avec une stratégie long terme, ça peut poser problème, ça peut causer des mauvais placements, des mauvaises décisions, et il faut faire attention à ça. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question comment améliorer son rapport à l'argent. Du moins, parce qu'on l'a vu juste avant, améliorer son rapport à l'argent, ça veut rien dire, c'est trop large, mais on va retransformer cette question plutôt en comment améliorer un point précis sur sa relation à l'argent. Et comme une image vaut 1000 mots, on va prendre un exemple, l'exemple d'Audrey qui a extrêmement peur du manque et ça se ressent dans son attitude parce qu'elle stocke énormément, elle n'arrive pas à se débarrasser du matériel, des vieux vêtements, de matériel qu'elle n'utilise plus parce que apparemment ça servira peut-être un jour, et cette peur du manque couplée à ce besoin de toujours stocker, ça crée des difficultés à investir. Elle n'arrive pas à injecter de l'argent dans son portefeuille, même s'il s'agit de petites sommes. Et ce qui est paradoxal parce qu'elle passe sa carte bleue quasiment tout le temps, même si c'est pour acheter des choses inutiles. Donc, comment traiter ce problème ? Déjà, la première étape, c'est de cibler le problème et de voir quelle est la source du problème. On l'a dit, Audrey a peur du manque, qui est une mauvaise relation à l'argent que ses parents lui a laissé en héritage, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est dépensière, elle est également accro, elle vit à travers le besoin d'appartenir, c'est-à-dire les objets, le nouveau téléphone, le matériel, les vêtements, etc. C'est pour ça qu'elle a du mal à s'en débarrasser, et à chaque fois qu'elle investit, par exemple, en bourse, elle n'a pas l'impression de percevoir quelque chose en retour. Quand tu achètes une action, ton action reste sur le site du courtier et tu n'as pas l'impression de recevoir quelque chose en retour. Et ce qui fait qu'elle n'arrive pas à investir en bourse. Donc voilà le problème de base. Voilà le socle du problème. Maintenant, en étape 2, on va mettre en place des actions pour corriger le problème. On va montrer à Audrey que sa peur du manque n'est pas justifiée,
qu'elle n'a pas besoin d'investir, ou du moins d'acheter du matériel pour exister ou pour vivre, et qu'elle peut tout à fait vivre avec ce qu'elle a. Donc, on va travailler sur ce côté dépensier et qui stocke en masse pour pouvoir ensuite l'emmener petit à petit à investir sereinement. Et la première étape pour ça, c'est de commencer par donner. Le don, ça change énormément de choses. Donner de petites sommes, on va commencer par de petites sommes, 50 centimes à 2 euros, ça permet de se détacher de l'argent, se détacher émotionnellement de l'argent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, cette force qui vous retient lorsque vous tendez une pièce de 50 centimes ou 2 euros à quelqu'un et vous avez l'impression que votre âme part avec. C'est bizarre, mais c'est bizarre de le dire comme ça, mais vous avez l'impression que vous donnez bien plus, que vous allez manquer de quelque chose. Et c'est là, c'est justement ça, la peur du manque. C'est vous avez l'impression de donner beaucoup plus que ce que vous donnez en réalité. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Elle va donner 50 centimes, peut-être une fois par semaine, ou une fois, ou 2 fois, 3 fois par semaine. Mais en tout cas, elle va s'habituer à donner de l'argent à peut-être des sans-abri ou quelqu'un de son entourage, ou peu importe. Mais l'idée, c'est de se détacher petit à petit de ce sentiment de besoin ou d'appartenance, etc. Et une fois que ça va s'améliorer, on va commencer à placer petit à petit de l'argent en bourse. Parce que ce détachement va créer justement une émotion qui sera beaucoup plus positive lorsqu'on va se séparer de l'argent. En parallèle, ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer à investir, mais de manière totalement passive. C'est-à-dire, elle va programmer des virements qu'elle ne verra pas, des virements automatiques vers un PEA ou un compte titre, et choisir un courtier qui va investir automatiquement cet argent. Et ce qui fait qu'elle ne verra pas, elle n'aura pas la sensation de perte. Donc, en travaillant d'un côté sa psychologie, sa capacité à donner, à se séparer de l'argent, elle peut également commencer à investir sereinement parce qu'elle ne voit pas. Donc, il n'y a pas d'impact psychologique, il n'y a pas de douleur. Mais c'est intéressant de faire les deux, c'est même important de faire les deux parce que si la psychologie ne suit pas, ça va être une douleur bien plus tard, donc il vaut mieux le traiter au tout début, le plus tôt possible. En étape 3, maintenant, on va entretenir cette nouvelle relation à l'argent. C'est-à-dire, on va éviter déjà de basculer dans l'extrême opposé. Au début, elle avait peur d'investir, mais il ne faut pas que maintenant, avec sa nouvelle relation, qu'elle va investir dans n'importe quoi ultra risqué pour aller chercher absolument de la performance, voire même investir dans des choses qui sont beaucoup trop risquées par rapport à la performance qui est proposée. Donc, ici, on va continuer à entretenir sa relation à l'argent, tout en surveillant qu'elle ne bascule pas dans l'extrême opposé. Donc pour ça, il faut prendre conscience de ses actes, il faut prendre du recul sur soi-même et surtout vérifier ce qu'on fait. De base, quand on investit en bourse, on met en place une stratégie, on met en place une allocation d'actifs, ce qu'on appelle une allocation d'actifs, c'est-à-dire un modèle de portefeuille qu'on va respecter tout au long de notre parcours d'investisseur. Il peut changer, il peut être modulable, il peut s'adapter en fonction de notre parcours, de notre expérience qui change, de notre vision à long terme, et donc il peut s'adapter. Mais il ne faut pas un matin se lever et dire « bon, je vais acheter cette action parce que je suis d'humeur à acheter l'action en question ». Non, il faut éviter les coups de tête et prendre des risques inutiles. Mais attention, le rapport à l'argent ne se travaille pas sur 2 jours, sur une semaine, c'est un travail de toute une vie. Une fois que Audrey aura travaillé sa capacité à investir et sa capacité à surmonter cette peur du manque, il faudra peut-être basculer sur une autre notion, un autre point, une autre douleur, peut-être les difficultés à investir dans un autre projet. L'immobilier, par exemple, elle peut ressentir une autre peur, une autre crainte, ou encore la dépendance aux achats compulsifs. Et toi, de ton côté, si tu veux commencer à investir en bourse, tu peux télécharger la formation gratuite où je te montre comment choisir un courtier. Je te donne ma sélection de courtiers qui, selon moi, sont les meilleurs du marché pour démarrer en bourse. N'hésite pas, tout est dans la description, je te laisse télécharger ça. Et sur ce, continue à construire ton empire même si tu pars de rien. Salut.